on va démarrer par un petit tour de table pour que chacun se présente. On va débattre pendant une demi-heure, trois quarts d'heure du nerf de la guerre, de ce qui fait vivre, créer, grossir les entreprises, start-up, PME, TI, voire les groupes. Donc les financements fonds propres, qui sont des financements à effet de levier efficaces. Et j'ai autour de moi des représentants de structures qui soit ont investi dans des sociétés plus petites, soit ont bénéficié d'investissements financiers purs ou corporate, et qui vont exposer un peu leurs expériences sous l'angle d'un certain nombre de facteurs que je vais proposer après, qui qualifient les interventions en fonds propres. Voilà. On commence par François Desgardins. Enchanté, bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. J'ai le plaisir d'être le directeur de l'innovation et des nouvelles offres du groupe Nexity, après un parcours beaucoup tourné sur les systèmes d'information. Donc je suis arrivé avec une double culture, bien nécessaire pour comprendre le monde des startups. Benjamin Ulrich. Eh bien écoutez, bonjour à tous, Benjamin Ulrich, le patron fondateur d'Intent Technologies, plateforme cloud, qui facilite et optimise la gestion de parcs immobiliers et des équipements de la ville. Voilà, entreprise qui a été créée il y a 12 ans maintenant. Ouais, le temps passe vite. Antoine Régit. Bonjour, donc ravi d'être présent dans l'Assemblée. Je représente Les Compagnons, donc une start-up de robotique pour le bâtiment avec un petit robot peintre Paco qui est juste là en démo. Florian Cardi. Bonjour, merci à tous pour l'invitation. Donc Florian Cardi, je suis le directeur M&A du groupe Sogelink, qui est un éditeur de logiciels dédié à infrastructure et BIM. Baris Sarikoglou. Bonjour, je suis cofondateur et directeur de recherche et développement de la société Ascent qui produit le logiciel Space Designer 3D. Et puis à distance, en visio, donc nous avons Raoul Argangas. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. J'ai été donc directeur d'investissement chez Engie, où je me suis occupé d'investissement dans les startups et les fonds d'investissement et les fonds de capital risque. Et avant ça, j'avais fait du M&A chez Gaz de France dans le cadre du développement international. Très bien, merci de votre disponibilité et de votre présence. On va essayer d'être direct et aussi clair que possible dans les avantages et les inconvénients, les droits et les devoirs lorsque une entreprise lève des fonds en fonds propres, qui peut évidemment engager un changement important dans l'attitude des dirigeants et des actionnaires, et un changement voire de monde lorsque on passe d'une start-up à l'intérieur d'un grand groupe par exemple. Alors pourquoi imaginer des levées de fonds, un financement en fonds propres? Quels sont les avantages? Alors évidemment, le gros avantage, c'est d'accélérer la croissance de l'entreprise, c'est de partager le risque, puisqu'il y a toujours un risque quand on est actionnaire, bien sûr, c'est de faire jouer un effet de levier sur des financements traditionnels, bancaires en particulier, c'est de faire preuve de performance par la notoriété qui est apportée par l'investisseur, qu'il soit industriel ou financier, et les réseaux, évidemment, de cet investisseur. Les inconvénients, c'est quelque part une réduction du contrôle, voire une perte de contrôle de l'entreprise. C'est des contraintes de reporting un peu plus importantes, évidemment. C'est peut-être pour certains investisseurs, pas tous, bien entendu, la recherche prioritaire d'une rentabilité à court terme, ce qui n'est pas forcément l'apanage de sociétés industrielles. Et puis, quelque part, s'il y a partage de risque, évidemment, il y aura, in fine, partage de la valeur, partage des résultats. Alors, peut-on se développer en autofinancement? Enfin, on verra que Baris nous propose un mode de financement très intéressant, mais je lui laisse la primeur. Évidemment, lorsque l'autofinancement de l'entreprise est suffisant, on peut se développer sans concours extérieur, bien sûr, mais certaines périodes de l'entreprise nécessitent quand même un financement pour booster en fait la société, puisqu'on n'est pas toujours libre de la sortie d'un gros investissement et de la valorisation d'un gros investissement, que ce soit en innovation, en réseau commercial ou en reconversion d'activité même. Et puis c'est un outil indispensable et irremplaçable lorsqu'on fait de la croissance, lorsqu'on veut accélérer la croissance externe,
ou le LBO. Alors à quel moment faire appel à l'extérieur? C'est évidemment lorsque l'autofinancement ou les moyens propres des fondateurs ne permet pas de le faire, mais toujours dans un contexte de rentabilité et de croissance. Il ne faut pas imaginer rentabilité ou croissance potentielle pour une start-up qui, évidemment, n'a pas encore fait les preuves tangibles, matérielles, chiffrées, comptables de la création de valeur. Mais un investisseur en fonds propres n'ira pas s'il n'y a pas ces deux conditions, croissance et création de valeur rapidement. Voilà, alors comment, à quelles conditions, comment? C'est soit des partenaires financiers, soit des corporates. Alors est-ce qu'il est plus facile de faire intervenir un partenaire financier à tel ou tel moment de la vie de l'entreprise? A priori, oui, dans les premiers moments de vie de l'entreprise, donc lorsqu'on est start-up, croissance potentielle, mais pas avérée encore. Et puis, bon, voilà, quel est le niveau de maturité aussi managériale qui doit être prouvé pour vivre au mieux cette transition. Donc, il y a évidemment l'obligation de partage d'informations et de partage de la gouvernance, souvent. Et puis, peut-être, de temps en temps, remise à plat de l'organisation même de l'entreprise. Beaucoup de sujets, beaucoup de facteurs qui tiennent à ce partenariat fonds propres. Qui veut réagir et sur quels critères? Alors, pour commencer, être un peu contre-cyclique, j'ai envie de dire, si vous pouvez ne pas lever, ne levez pas. J'exagère un peu, mais quand même, globalement, une levée de fonds, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps passé des deux côtés. Et quelque part, tant que vous avez votre destin en main, si vous avez la capacité à ne pas lever, alors c'est un peu bizarre que ce soit moi, l'industriel, qui tienne ce discours-là, mais objectivement, ne levez pas. Il n'empêche que pour plein de raisons que tu as très bien évoquées, il y a des moments où on n'a pas tellement le choix, et pour assurer une forme de croissance et une rapidité de croissance, il faut se marier. Mais dans tous les mariages, il y a des efforts à faire des deux côtés, et ce serait faux de dire que ces efforts n'existent pas. Donc, à partir du moment où vous faites rentrer un tiers dans votre maison, et même si c'est pour le grand amour, mécaniquement, il y aura une forme de déperdition. Alors, à minima d'énergie, parce que tu l'as très bien dit, il n'empêche que nous, les industriels, on a des règles de gestion et de fonctionnement qui sont lourdes et on n'a pas l'agilité de sociétés de taille intermédiaire. Ça veut dire qu'on va amener du process, du reporting, du chiffre et du rechiffre et du encore le même chiffre, ce qui est objectivement assez pénible et j'ai envie de dire presque des deux côtés. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le choix d'un investisseur en fonction de est-ce que c'est un fonds d'investissement ou est-ce que c'est un industriel, c'est objectivement pas la même démarche. Un fonds d'investissement, quelque part, il vient pour chercher une rentabilité, mais au moins c'est clair. Tout se jouera sur le chiffre et encore le chiffre. Je suis un peu dur, hein, je fais des images un peu rapides. Voilà. L'industriel, s'il vient, c'est qu'il vient chercher autre chose. Et là, ça veut dire que dans ce mariage-là, il faut comprendre quelle est la stratégie et comment on se trouve et comment on ne s'éloigne pas dans cette direction-là, avec des cultures d'entreprise qui sont souvent fortes et assez différentes. Et ce mariage-là est un peu compliqué. Alors, si je vous partage un point de vue de l'entrepreneur, je dirais oui, tu as raison. Le mariage, c'est sans doute ce qu'il y a de plus compliqué, en tout cas dans toutes ces aventures entrepreneuriales. À partir du moment où on décide de lever des fonds, c'est un long parcours qui démarre avec un associé, des associés qui sont parfois loin de ces problématiques métiers, qui ont leurs propres prérogatives, soit parce que c'est un industriel, soit parce que c'est un financier. Et donc j'ai tendance à dire que le premier moyen de financer son entreprise, c'est d'abord le client et le marché. C'est ce que j'ai essayé d'entreprendre. Après, on avait un certain nombre de limites en fonction du produit ou de l'offre de service qu'on souhaite monter. Il y a des business qui nécessitent plus ou moins d'investissement au départ pour construire un produit, une offre, une marque, une entreprise. Nous, on a été confrontés très vite à se dire notre produit, qui est une plateforme cloud de gestion de données sur le secteur du bâtiment, elle nécessite de toute façon un minimum de 3 millions d'euros pour démarrer un bout de produit. Et on n'était que sur la promesse, et ça, je vous dis ça en 2011. 10 années plus tard, on a mis au moins 2 fois ça dans le produit, et il a fallu créer une marque, un produit, un marché. Et les clients nous ont suivis, et malgré tout, après, il faut financer la croissance. Donc, ça ne suffit pas d'avoir un produit, il faut aussi être en capacité d'aller financer ce qu'on voit aujourd'hui. Hein, le BIM World est un bel endroit où on peut faire plein de rencontres, mais ça nécessite d'avoir des équipes, et ces équipes, elles ne sont pas tout de suite à faire du contrat le jour même où on les a recrutées. Donc, on a tous ces effets de levier en fait, sur lesquels
On est bien accompagné en France, d'ailleurs, pour démarrer des boîtes, pour financer l'innovation, la création du produit, ces premières années de la boîte. Et après, très vite, on va avoir besoin d'accélérer. Et c'est là où, dans l'histoire d'Intent, d'ailleurs, on a rencontré un certain nombre de typologies d'investisseurs, aussi bien capital risque que corporate, qui nous ont amené plus ou moins de résultats. En tout cas, ils nous ont tous amené du cash. Mais ce qui a été le plus dur à surmonter, c'est cette complexité du mariage et des cultures. Antoine. Alors Jean-Marie, tu disais tout à l'heure que l'intérêt en fait de lever, c'est de se développer. Il y a eu différentes en fait raisons pour lesquelles on pouvait lever, mais je crois que tu en as oublié une en fait. C'est simplement d'exister. Quand j'ai lancé le projet Les Compagnons, en fait, on avait rien, on avait des slides, on n'avait pas de robots. Et pour pouvoir se développer, mais techniquement, il a fallu lever des fonds et il a fallu lever des fonds avec une typologie particulière qui ne pouvait être apportée que par des industriels en fait, parce qu'il fallait une vision et cette vision-là, les financiers peuvent pas l'avoir. Ils peuvent venir étayer la vision industrielle, mais donc moi j'ai dû lever en fait de l'argent pour pouvoir développer un robot, 5 années de développement. 5 années de développement pour pouvoir lever, il faut des gens qui comprennent les intérêts à long terme. Et ça, c'est vraiment de l'argent industriel, je dirais. Après, il y a quand même une complémentarité en fait entre ce qu'un industriel peut apporter et ce qu'un financier peut apporter, parce que finalement, une fois qu'on a convaincu les industriels, les financiers ont suivi. Mais il y avait vraiment une coordination en fait entre les interventions et pour moi en fait à un stade de vraiment très early stage de développement, il y avait que les industriels qui pouvaient intervenir. On est sur des phases de start-up, c'est-à-dire c'est le early stage, hein, le produit n'est pas encore arrivé sur le marché. Alors, c'était un peu différent pour Intent, puisque le produit existait, il a été développé, il est encore en développement aujourd'hui, parce que il y a toujours des besoins supplémentaires, évidemment, mais le marché s'est ouvert et Intent réalise du chiffre d'affaires de manière croissante aujourd'hui. On peut peut-être reparler un peu de l'innovation. Donc, sur les deux produits, donc Intent et les compagnons, vous êtes sur des produits innovants en création d'entreprise. Donc c'est spécifique pour la levée de fonds parce que vous avez besoin à la fois de financement pour financer la R&D et d'une crédibilité commerciale économique Tout à fait, qui est apportée par l'industriel. Alors j'en parle parce que je pense que Florian a des choses à dire après sur cette séparation entre la recherche du financement et la recherche de développement économique. Alors, en tout cas, oui, c'est une des difficultés, c'est qu'au début, en fait, on commence, on n'a rien, et il faut des gens donc vraiment qui comprennent ce que ce développement va pouvoir apporter. Et ça, il y a vraiment, c'est vraiment un savoir-faire d'industriel, quoi. Il faut comprendre le marché et savoir quelle solution peut y répondre. Corréler le bien fondé de l'innovation par rapport à la demande du marché. Bah oui, il y a un match à faire entre qui n'existe pas forcément lorsque il faut savoir se projeter. C'est ça la difficulté, c'est qu'il faut savoir se projeter. Et pour savoir se projeter, il faut quand même très bien comprendre son environnement, son marché. Et c'est pour ça qu'un financier peut pas le faire, parce qu'ils sont forcément un peu généralistes par rapport à un industriel. Donc l'éclairage d'un industriel est toujours utile. Pour moi, c'est le point d'entrée. Dans ce cas-là. En tout cas, dans ces cas-là où il y a vraiment une forme d'innovation qui est assez importante, le point d'entrée du financement, pour moi, c'est l'industriel. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour nous. Pour Intent, c'est le développement du marché qui est un peu complexe. Alors, il y a eu le marché. Alors, c'est vrai que le secteur du bâtiment a cette particularité d'avoir une chaîne de valeur relativement complexe par rapport à d'autres secteurs de l'industrie, où les relations entre les acteurs sont pas simplement linéaires, mais ils vont aller rechercher des relations B2B2B2C, des relations B2B et puis tantôt B2C. Donc, on est vraiment sur un foisonnement de relations qui nécessite un peu d'expertise de la part des entreprises qui rentrent dans ce marché. Donc c'est vrai que le go-to-market, et on le voit avec le BIM, c'est pas un marché extrêmement simple à accéder. Cependant, je pense que quand on est sur des produits d'innovation, nous on avait fait le choix, en tout cas, de se dire on va pas faire une petite entreprise et ça mettra du temps. C'est-à-dire quand on était en 2011 avec mon associé, on se disait ce projet sur la data, ce sera un projet d'avenir industriel qui participe à une transformation du secteur. Et pour pouvoir accompagner cette transformation, il faudra 10 ans. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on a 12 ans. In fine, on commence à arriver à gagner de l'argent. Et donc, cette phase de construction du projet industriel dans lequel on était, on s'est dit, il va falloir trouver des partenaires qui croient en cette vision-là
et qui vont nous accompagner à ces différentes étapes. Donc la première étape, c'était l'innovation. Et là-dessus, on a bénéficié autant du haut et du bas de bilan, parce qu'on a fait effet de levier évidemment avec BPI, qui a été un très très gros partenaire pour nous. Mais on a été aussi en partenariat avec tout un tas de fonds de capital risque qui ont la chance de pas trop se poser de questions sur justement le produit qu'on va avoir, mais qui sont prêts à prendre le risque parce qu'ils croient à la vision de l'équipe et au marché qu'on est en train de démarrer. Et après, on a engagé, nous, des phases un peu plus structurantes qui étaient liées justement à du corporate venture et de faire rentrer à nos côtés en fait des acteurs du secteur de l'industrie qu'on adressait pour avoir des marques d'intérêt un peu plus fortes, pour exister sur ce marché et avoir une forme de reconnaissance qui permettrait d'avoir un effet de levier. Je dois dire que ça a plutôt marché. La notoriété. Voilà, oui. ça a plutôt marché. Ces deux grandes sociétés du bâtiment qui nous avaient accompagnés à l'époque, qui sont plus au capital aujourd'hui, mais qui avaient participé à cette notoriété et qui nous ont permis de signer ces premières références. Et puis après, à un moment, on essaye d'étendre son marché parce que ce qui va compter aussi pour l'investissement, c'est la profondeur du marché pour atteindre cette taille que l'on a de profondeur du marché pour pouvoir se développer à des échelles qui nous permettent aujourd'hui d'envisager de la croissance. Voilà. Et là, on a eu d'autres acteurs sur notre chemin, donc Nexity en a fait partie. On peut le dire, bien sûr. On peut le dire, qui sont actuellement actionnaires. Voilà. Toujours. Et on s'était vu il y a 4 ans au BIM d'ailleurs pour officialiser tout ça. Donc voilà, on ne peut plus d'actualité. Et donc c'est une entreprise qui aujourd'hui a trouvé son marché, a d'ailleurs une profondeur de marché extrêmement importante, et donc qui est plutôt dans une phase maintenant de croissance avec un produit installé qui existe, qui fonctionne, malgré tout qui reste d'innovation, donc il y a toujours des investissements à faire, mais sur lequel on recherche plus à financer son développement. Les marchés visés, c'était plutôt le résidentiel et le tertiaire pour Nexity, et le logement social pour la CDC, qui est de l'autre grand actionnaire. Et les collectivités maintenant. Et les collectivités aussi, maintenant, bien sûr. Très bien. Alors, Florian. Oui, pour rebondir sur ce qu'on disait, effectivement, je pense que la différence fondamentale entre un investisseur en capital et un banquier, c'est qu'il va attendre son retour, pas sur un remboursement, mais sur une sortie, une création de valeur de l'entreprise. Oui. Et la différence, moi, que je fais entre un investisseur financier qui effectivement connaît moins les secteurs dans lesquels il investit, mais un professionnel de l'investissement, donc il croit en une équipe, il croit en l'écoute. Et surtout, ce qui est important quand on va vers ce type d'investisseur, en étant entrepreneur, c'est de chercher un challenger, quelqu'un qui va vous challenger, vous pousser à être meilleur. Et il faut accepter ça, il faut accepter ce dialogue, il faut accepter d'avoir quelqu'un à sa table avec qui on va pas partager la gouvernance, mais partager les problèmes et chercher des solutions. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et effectivement, quand on va voir un industriel, quelqu'un du métier, et qu'on lui demande d'investir au capital, là on vient toucher à la complexité d'un industriel. C'est pas sa nature première d'investir dans des sociétés, c'est plutôt de développer le business. Donc le problème que peuvent rencontrer certains entrepreneurs quand ils vont voir des industriels, moi c'est le cas aujourd'hui chez Sogelink, c'était le cas aussi avant, j'étais chez Airbus, et où beaucoup de gens venaient pour essayer d'avoir le logo Airbus. Oui. Et on était toujours très précis de dire, est-ce que vous avez besoin d'argent, et auquel cas il y a peut-être des gens qui sont meilleurs pour vous amener du capital, ou vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à développer le produit et potentiellement l'inclure dans notre environnement, et auquel cas c'est une discussion différente. Et tous les industriels n'ont pas forcément cette maturité dans les différentes façons qu'ils ont de vous apporter de l'argent. Effectivement, ceux qui ont géré des corporate ventures, ils sont dans cette logique de favoriser un écosystème et pas forcément à la fin de monter en capital ou d'être là. Mais avec l'industriel, il faut toujours vous percevoir qu'il y a cette dualité de est-ce que demain ça va être une filiale à 100%, est-ce que ça va être un fournisseur, un concurrent, et voilà, faut pas l'oublier quand on fait appel à ce type d'investisseurs autour de la table, que tout est plus complexe par la nature même de l'industriel. De ton point de vue, donc, propre de Sogelink se fait par absorption. Nous aujourd'hui, c'est notre modèle. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas fermé à des prises de participation minoritaire où ça fait sens. Oui. Mais la plupart du temps, quand on regarde des gens qui viennent vers nous en disant on a besoin de bénéficier du réseau de Sogelink pour nous développer, oui. Nous, ce qu'on regarde, c'est de dire est-ce que, en fait, finalement, c'est core à ce qu'on fait et donc on préfère l'avoir, nous, parce que c'est un différenciateur par rapport au marché. Et donc, du coup, on va être plus dans une discussion de dire ok, mais dans ce cas-là, c'est une absorption, vous faites partie de l'équipe. C'est ça. Soit on se dit effectivement, c'est quelque chose qu'on peut proposer et on peut être, j'allais dire, de différentes propositions là-dessus, et auquel cas on dit nous, honnêtement, vous financez, il y a des gens qui le feront très bien, vous pourrez potentiellement vous servir de notre nom si on fait un accord commercial pour vous financer
soit auprès d'une banque, soit potentiellement auprès d'un investisseur financier, parce que c'est une marque de crédibilité. Mais de mélanger les deux, voilà, moi c'est quelque chose où je trouve le mélange des genres est jamais forcément très très clair sur quel est le devenir. Message reçu. Avant de passer la parole à Baris, qui a une solution très originale à vous montrer, là je fais le teaser, hein, tu vois. On va peut-être demander à Raoul ce qu'il pense de tout ça. Tu es toujours avec nous? Beaucoup de choses ont été dites et ça me paraît extrêmement détaillé dans la description du financement à travers des investisseurs extérieurs. Bon, je peux parler un petit peu de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire en fait le corporate venturing. Très clairement, je rejoins beaucoup de ce qui a été dit. Il faut qu'il y ait un alignement des intérêts et une clarté des objectifs dès le début de la relation. Si, par exemple, un investisseur industriel prend une participation minoritaire dans une société, disons start-up ou disons en forte croissance, oui. Avec l'idée de l'acquérir si ça réussit, il faut que ça soit dit dès le début, parce que sans ça, on arrive à une mésentente assez rapide. Il y a aussi un autre problème avec le corporate venturing pour les startups, c'est que à partir du moment où elle s'associe à tel ou tel industriel, elle peut faire fuir de la clientèle, des marchés qui justement sont liés à d'autres industriels et l'effet de concurrence fait que ça peut être préjudiciable pour l'évolution et la croissance de l'entreprise. Ça aussi, il faut être assez clair là-dessus. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'une société qui est, disons, en développement, en croissance, une start-up et tout ça, dans 99% des cas, ne pourra pas se développer, sauf si elle a des marges absolument fabuleuses, mais ça c'est plutôt rare, ne pourra pas se développer en autofinancement. Il faudra trouver des investisseurs extérieurs. Avoir un investisseur industriel permet effectivement de mieux comprendre, d'avoir un dialogue plus clair sur l'innovation, sur le produit, et surtout, ça facilite aussi parfois la commercialisation parce qu'un corporate apporte aussi une possibilité de commercialisation. L'accès au marché, bien sûr. Très bien, merci. Alors, nous y voilà. Non, je ne vais pas inventer une idée ici. Mais... Baris, c'est déposé, non? Il y a un brevet sur... Non, ça existait avant que... C'est comme on l'a découvert, nous, tout simplement, sans faire exprès. Mais... Avant, ce que je veux dire, au cours de 13 ans, nous avons eu plein de différents types d'investissements. Nous avons eu un investisseur qui est entré dans le capital. Nous avons eu BPI France, le financement, crédit, etc. Le produit est grandi surtout par l'autofinancement. Il y a un autre modèle, j'en parlerai en quelques mots. Mais ce que je remarque, c'est que le type de financement que vous avez conditionne votre société et votre produit. Claire. Et l'alignement est très important là. Si nous étions partis avec un investisseur dès le départ à l'étape de seed, nous n'avions pas le même produit. Dans notre domaine très spécifique, je ne connais pas les autres domaines. Si vous êtes une société, une idée technologique et vous voudriez avancer, l'attente d'investisseur est généralement, il vous demande une verticalité, avoir une fonctionnalité très bien petite. Je trouve qu'il y a une analogie entre quand vous faites votre thèse de doctorat ou maîtrise, il faut être très, très ciblé. C'est pareil dans la société, on vous demande d'être très ciblé. Et si ce n'est pas votre objectif et que vous avez besoin de temps, alors si vous partez avec un investisseur, c'est sûr que vous n'allez pas faire ce que vous voulez. Et aussi, je crois aux solutions hybrides. Et chaque investissement a son temps. Quand est-ce qu'il faut aller voir les investisseurs? Quand est-ce qu'il faut plutôt forcer l'autofinancement? C'est toute une stratégie dans le temps. Combien de temps vous pensez investir? Chaque histoire a son modèle d'investissement. Donc, il n'y a pas une réponse claire à tout ça. Il n'y a pas un système mieux que l'autre. Nous, par hasard, parce que vous le demandez en étant humble, je peux me tromper, ce qui nous a financé, d'abord, c'est une société, c'est un micro-SaaS ce que nous avons. C'est une équipe très petite qui connaît bien son travail et qui génère beaucoup d'argent. Tout l'argent réinvesti à la recherche et développement, quasiment. Et ça, c'est grâce à ça qu'on a pu développer un logiciel qui a tendance à être horizontal avec quelques verticalités. Et c'est notre objectif parce qu'on le voit à très long terme, parce qu'on voudrait être là, entre Autodesk et Dassault Systèmes un jour. Mais ce qui nous a financé vraiment... Dominique disait dans le top 3 mondial, non? Oui, on nous cite, je ne comprends pas, on n'a rien fait pour. Et parce qu'on a eu cette chance au départ, quand nous étions qu'à l'étape prototype, la notoriété, on l'a eu sans même remarquer. D'un seul coup, on a été publié
de manière virale. On a eu 8000 utilisateurs par jour, on n'a rien compris. Et grâce à ça, les gens ont commencé à nous voir. On a que du inbound. On nous contacte partout au monde. C'est pour ça qu'on est connu à l'extérieur. Mais On n'a même pas eu hein. le temps d'aller chercher et comprendre, puisqu'on n'est pas, Isabelle et moi, nous n'avons pas un background business. On a appris tout sur le tas. On savait ce que c'était un logiciel, on savait comment le développer, mais on ne connaissait pas comment faire un business. Donc, on a eu, je dirais, la moitié, c'était de l'apprentissage de ce que c'est une société. Mais on a découvert une chose, c'est un peu les clients qui nous ont fait découvrir, c'est que souvent dans notre secteur, il y a beaucoup de petits logiciels et ces logiciels, il faut les connecter tous ensemble. Et pour les connecter, il faut d'autres logiciels. Donc, une société de moyenne taille paye 10 différents SaaS en même temps et se perd dedans. Quand il vient nous voir, et puisqu'on a une certaine horizontalité, vous répondez à 80% de nos demandes, ils nous disent. Le 20%, qu'est-ce qu'on en fait? Ce qu'on leur dit, vous le financez, mais vous ne le détenez pas. C'est nous qui le détenons. Il y a d'ailleurs 2 autres clients qui demandent la même chose. Nous finançons la moitié, vous autres, vous financez l'autre moitié, et ça fera partie de votre licence. Donc, nous avons gardé toujours la propriété intellectuelle. On n'a donné aucune exclusivité. Et notre produit, grâce à ça, est développé de manière très ciblée, de manière horizontale, là où c'est nécessaire, de manière très organique, comme il y a des architectes, mais il y a aussi des urbanistes qui conçoivent le grand plan. Et nous étions les urbanistes avec nos développeurs architectes pour les clients qui ont demandé de manière organique comment on va développer. Donc, entre-temps, nous avons eu l'investissement de 1 million. Dans le temps, c'était pas assez, mais ça nous a quadruplé le chiffre d'affaires. On a parti de 251 millions avec ça, etc. Un financement en fonds propres au premier jour de la création de l'entreprise ou après quelques mois, quelques années? En fonds propres, non. Après, à la moitié, c'était en 8e année. Avant, on savait même pas que ça. On a fait tous les réseaux à Paris. On était à Paris pendant ce temps-là. On a fait les réseaux parce qu'on nous a dit d'aller faire les réseaux, mais tout le monde nous a dit, écoutez les gars, il y a Autodesk, il y a Dassault, ce que vous demandez, vous rêvez trop. Simplifiez-moi tout ça. C'était la phrase. On l'a simplifié pour nous. Mais voilà, chacun a son histoire. Le nôtre était assez complexe. Mais aujourd'hui, je peux dire qu'autofinancement, c'est possible, mais l'investissement est nécessaire parce qu'on est dans une compétition. Sans investissement, on ne peut pas penser très vite. Comme la dette bancaire aussi, c'est nécessaire. Il ne faut pas refuser l'argent parce que sinon, vous êtes une société de lifestyle. Vous vivez une belle vie avec une jolie société, un bon salaire, mais notre objectif n'est pas ça. Et c'est là où vous intéressez les investisseurs. Il faut pouvoir montrer qu'on est prêt à prendre des risques. Alors, 2 questions. La relation avec les clients, donc c'est un financement par les clients, hein, tu m'as dit. Oui, voilà. Clairement. La relation, c'est un contrat commercial, un contrat de partage de propriété industrielle Non, il n'y a pas de partage de propriété industrielle, ça nous appartient. C'est un contrat de service dans le cadre où nous développons une fonctionnalité, mais ça ne les appartient pas. Très clair dans le contrat, ça nous appartient. Mais eux, ils en bénéficient dans leur licence annuelle qu'ils payent, tout simplement. C'est à nous de le maintenir. D'accord. Une fois, de toute façon, il y a beaucoup de pédagogie quand vous expliquez que s'ils font leur propre logiciel, ça va coûter plus cher, ça va prendre plus de temps, et il va falloir maintenir un logiciel. Le coût de maintenance est toujours plus élevé que le coût de création d'un logiciel. Et quand ils comprennent tout ça, ils reviennent en 2e, 3e année pour demander d'autres fonctionnalités. Et on a le droit de refuser. On peut dire non, on n'entre pas dedans. Donc, il faut faire des choix stratégiques pour ne pas perdre la ligne. Ça nous est arrivé souvent de perdre la ligne, mais on a la chance de le rattraper. Moi, j'appelle ça client-financeur à l'échelle microfinancement. Il faut trouver un joli nom, mais ça marche. Et dans le cadre de MicroSaaS, c'est un outil envisageable. Bravo. Si vous me permettez, là, je voudrais faire une remarque. Là. Oui, bien sûr. Ce modèle a été utilisé dans le temps par une société qui s'appelle Gaz Transport Technigaz, qui est GTT maintenant, qui est cotée en bourse. C'était un modèle où il y avait une licence, cœur de licence, qui était le développement d'une coque de méthanier innovante. Et donc là aussi, c'était les clients, donc en l'occurrence les chantiers navals, qui faisaient ce genre, qui finançaient en quelque sorte par un contrat de licence justement le développement de la technologie. Ça me rappelle vraiment ce schéma-là. Le méthane se transporte à quelle température? Moins 180 degrés. Donc le métal, c'est quoi? Du nickel, non? Non, c'est pas le métal en fait, c'est le fait que c'était le principe d'une double coque.
C'est une double coque qui permettait de se passer des boules. Vous voyez, les vieux méthaniers c'était les méthaniers à boules. Et en fait, cette double coque permettait de transporter avec plus de sécurité de plus grandes quantités de méthane de GNL. Aujourd'hui, ça représente 70% du marché mondial. J'ai vu les derniers méthaniers fabriqués à Dunkerque il y a quelques décennies. Ben voilà, c'est ça. C'est cela. Enfin, c'est pas à Dunkerque, c'est à Saint-Nazaire aussi. Non, c'était à Dunkerque à l'époque. Il y en a beaucoup aujourd'hui dans les chantiers asiatiques. Eh oui. Baris. Alors, excusez-moi, mais ça me faisait penser, ce modèle me faisait vraiment penser à ça. Je pense que ça existe partout un petit peu, sans avoir le nom. C'est pour ça que j'ai dit, on l'a juste découvert, on ne l'a pas inventé. Redécouvert. Tu m'as dit tout à l'heure que en fait, le premier investisseur n'était pas français. Non. Voilà. Non. Alors, une autre question, lorsqu'on imagine lever des fonds en France, c'est la concurrence avec des pays étrangers comme les États-Unis, bien entendu, les pays anglo-saxons en général, qui boostent peut-être plus facilement, de manière plus intelligente, les projets industriels, en particulier innovants, qui vont venir nous concurrencer. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de retard, en Europe et en France en particulier. Vous me faites parler, mais je ne vais pas dire de mauvais trucs sur les investisseurs s'ils m'écoutent, mais non, c'est qu'il faut... On ne citera personne. Pour dire, on a vu au fil du temps nos compétiteurs à être investis à des facteurs de 10 par rapport à nous pour la même chose. C'est ça. Et notre marché n'est pas français, c'est international. De là, pour faire la concurrence à l'international, il faut dépenser une telle énergie, une telle intelligence, parce que, ok, la partie développement, recherche-développement, on le maîtrise. Mais l'investissement, c'est surtout pour une société comme le nôtre et pour marketing-communication. Et ça coûte au moins autant que la recherche et développement. Et c'est en dehors de nos compétences, c'est en dehors de nos études, en dehors de notre capacité. Et ça, cet argent, quand les autres l'ont, surtout aux États-Unis, il crée un tel bruit que même si vous réinventez le monde avec votre produit, vous ne pouvez pas percer. En France, on peut peut-être. En France, ça fonctionne autrement, ça fonctionne par référence. Il faut avoir des clients notables pour pouvoir vous propulser vers devant. Mais dans le marché américain, nos clients, c'est de Corée du Sud jusqu'à Seattle. On en a partout. Ce qu'on remarque dans les marchés comme les États-Unis, c'est qu'ils cherchent ce que les autres n'ont pas trouvé encore. Tandis qu'en France, on cherche ce qui existe que les autres ont déjà adopté. Et on ne prend pas de risque en France. Aussi dans le venture capital, le risque qu'ils prennent, je trouve que ce n'est pas assez courageux. Je peux comprendre leur discours, mais il faut trouver un moyen. Avec un bon investissement, on peut faire beaucoup mieux. Il y a beaucoup d'intelligence en France qu'il faut mobiliser, mais je ne maîtrise pas les raisons réelles, parce que je ne vais pas dire parce qu'ils ne sont pas courageux, c'est pas ça. Il doit y avoir des raisons que moi je ne maîtrise pas, mais j'aimerais trop savoir pourquoi en France l'investissement dès le départ est si faible. Il s'agit on ne peut rien faire dans les technologies aujourd'hui avec 100, 200 000 euros prêtés à rembourser. On ne peut rien faire. Et tandis qu'aux États-Unis, on aura 1 million pour ça directement, on le risquera. Oui, c'est culturel, sans doute. Est-ce que je peux interroger mes deux dirigeants de PME là sur, moi, j'ai aussi un rapport de 1 cette à 12. Problématique. Oui, alors, avec un confrère. Avec un concurrent. Donc, nous, on a levé 2 millions. Notre concurrent américain a levé 24 millions pour à peu près la même chose. Voilà. Et donc, il y a un décrochage économique européen en ce moment. Je sais pourquoi. Voilà. Alors, peut-être que les 2 millions utilisés sont mieux utilisés que les 24 millions de dollars. Du coup, on fait très attention à notre argent. Effectivement, ça, c'est effectivement la vertu de la démarche. C'est que l'argent est bien utilisé. La gestion doit être serrée. Voilà. Oui. Alors moi, longue expérience aussi. Expérience, voilà, on a fait quelques tours de table maintenant. On en avait fait 4, voilà, au total. Dans ces tours de table, on a été confronté à différentes situations. Et moi, j'ai tendance à dire que tous ces projets vont dépendre déjà, on le voit bien, de l'entrepreneur et des associés fondateurs qui ont créé le projet, dans quelle aventure ils veulent s'inscrire, et de savoir quelles sont les équipes qui vont emmener. Parce qu'on parle beaucoup des investisseurs,
Mais pour moi, ce qui est important, c'est le projet de l'entreprise dans cette histoire. Parce que ce qui fait le succès des grandes entreprises, c'est qu'il y avait aussi des personnalités, des talents qui ont rejoint cette entreprise, pas forcément que les fondateurs d'ailleurs, mais les équipes qui ont permis de lancer ce projet-là et qui vont l'aider à se développer. Et ensuite, il y a des personnes qui rejoignent ce projet. Et ce qu'on va rechercher à financer aussi, c'est la capacité à faire rejoindre son projet des nouveaux talents. Et ça ne coûte pas 3 francs 6 sous. Il faut avoir les moyens de les financer, au-delà de la partie recherche et développement, pour pouvoir créer cet effet de levier aussi dans le développement. Et après, côté client, moi je rejoins tout à fait le côté de pouvoir faire financer une partie de ces développements par les clients. C'est une pratique qu'on a utilisée nous à plusieurs reprises, ce que j'appelle le financement de la roadmap en tout cas, et qui est un moyen de faire participer en fait son client à financer une partie de son produit pour pouvoir lui donner une maturité suffisante pour qu'il puisse payer la licence. Donc ça, on a eu souvent l'occasion de mettre en œuvre ce dispositif, et c'est vrai que ça a baissé les niveaux de besoins en financement de l'entreprise, puis ça lui a permis aussi de durer, parce que c'est du cash qui finance directement des ressources qui sont encore une fois talentueuses. Et moi, je dirais que l'expérience m'a montré, en tout cas, ce qui est le plus important dans ces projets de levée de fonds. On parlait tout à l'heure de l'alignement des objectifs de la levée de fonds avec ses actionnaires. Mais pour moi, c'est plus large que les actionnaires. C'est que l'objectif qu'on a avec les actionnaires, il doit être aligné avec celui qu'on a avec les salariés et celui qu'on a avec ses clients. Parce qu'on peut perdre tous ses clients parce qu'on fait une mauvaise levée de fonds. Il y a des clients dans certains marchés qui peuvent être complètement réfractaires à des choix qui sont faits au niveau capitalistique. On peut perdre une partie de ses talents, et aujourd'hui on sait que la quête de sens des talents qui rejoignent un projet fait qu'on peut perdre une partie de ses talents si on désaligne cette quête de sens avec les actionnaires qui nous rejoignent. Et donc pour moi, voilà, c'est un jeu qui est compliqué pour l'entrepreneur parce qu'on est toujours confronté à cet équilibre des trois parties prenantes, et on a comme projet de garantir tout ça. Alors c'est sûr que quand on est en absorption d'une structure corporate, tout ça est intégré dans un projet d'ensemble qui est plus large et qui dépasse le projet entrepreneurial. Par contre, tant qu'il reste entrepreneurial, il faut maintenir cet équilibre, et les levées de fonds, elles doivent accompagner, au-delà de la croissance, que cet équilibre participe au développement du projet. La concurrence reste forte sur la recherche de talents dans les métiers de l'informatisation du bâtiment. En gros, oui. La concurrence est très forte. Ah, mais je dirais que c'est même essentiel. Aujourd'hui, le coût d'un turnover d'un développeur ou d'un patron technique ou d'un responsable au niveau informatique coûte excessivement cher. Donc évidemment, si on est obligé de financer le turnover au lieu de financer les développements, vous passez votre vie à gérer des problèmes. Bien sûr. Très bien. D'autres interventions sur ces sujets-là ? Alors, dans la continuité de ce que pouvait dire Benjamin, en fait, c'est vrai qu'il y a une notion de dynamique en fait dans les investissements, dans la relation en fait avec les investisseurs qui est importante. C'est un peu comme une relation amoureuse. On se croise, on a 20 ans et puis on rencontre la femme idéale. Et bien, à 30 ou 40 ans, bien c'est plus forcément, on cherche plus la même chose dans la vie. Il y a parfois en fait des moments où on se croise avec des entrepreneurs, avec des investisseurs, avec il y a une relation qui se crée. Le feeling. Il y a un feeling qui se crée et ça marche bien. Et en fait, 5 ou 10 ans après, on se rend compte que finalement l'investisseur, le corporate ne cherche plus la même chose, a évolué, la gouvernance a évolué et on cherche plus la même chose quoi finalement. Donc il y a aussi une notion de dynamique en fait dans cette relation qui est pas anodine et qu'il faut pouvoir gérer. Alors c'est difficile d'anticiper parce qu'on ne sait pas à quoi on ressemblera dans 5 ou 10 ans, mais c'est aussi un des enjeux en fait de la relation, et c'est un enjeu qui peut avoir beaucoup d'importance. C'est clair, donc de pouvoir partager le projet et d'embarquer effectivement les équipes. Très bien. Est-ce que je peux dire quelque chose ? Oui, Raoul, bien sûr. Oui, j'ai parlé d'alignement des intérêts là au moment de l'investissement, et vous avez bien, tout le monde a bien souligné ce point là, c'est important. Il faut voir que l'alignement des intérêts évolue avec le temps. C'est très important d'avoir ça en tête. Et souvent, une relation réussie est une relation qui va constater à un moment donné que l'alignement des intérêts n'est plus là. Et donc, à ce moment-là, on va prendre les dispositions nécessaires, mais dans un climat serein, dirais-je, pour soit se séparer, soit évoluer différemment. J'ai vécu une fois un investissement où ça avait très bien marché pendant 6-7 ans. Et après, au bout de 6-7 ans, non, il y avait quelque chose qui ne collait plus. Ouais. On aurait pu se chamailler. Plutôt se chamailler, on s'est dit, tiens, on va devoir se séparer, on va se séparer proprement. Et ça a été plutôt positif. Oui,
Bien sûr. Donc, dans les corporates, il y a aussi ça. Je veux dire que les industriels ont des évolutions. D'abord, les gens changent souvent, mais il y a souvent des stratégies qui évoluent et qui évoluent parfois vraiment différemment de la société qui a été, avec qui on est en partenariat. Et donc ça, il faut le reconnaître. C'est très, très important dans la relation avec les industriels. Et la solution a été trouvée avec un autre industriel ou avec un montage Bon, la solution a sécure? été de se séparer véritablement. On a revendu nos parts à cet industriel, donc il s'est retrouvé, pas l'industriel, nous avons eu aux dirigeants. Nos parts, nous industriels, à ce partenaire qui a vécu sa vie. On avait continué à avoir un accord commercial quand même, donc ça c'était quand même important. Et tout le monde était finalement assez content. Un LBO, c'est ça? Non, pas un LBO. Ouais, je ne veux pas être trop indiscret alors. Non, c'était pas un LBO, mais c'était juste une session, quoi. Très bien. Merci. D'autres interventions? Peut-être en un mot sur la maturité des investisseurs français. Je pense qu'il y a deux sujets. C'est vrai que les levées de fonds sont plus importantes à l'étranger ou en tout cas dans les pays anglo-saxons et notamment américains, mais à mon sens ça s'explique pour quelques raisons. La première, c'est que la maturité du venture français au sens large du terme est plus récente. Finalement, on a cette idée de Startup Nation qui arrive avec des fonds qui se structurent depuis 10 ou 15 ans, mais les Américains avaient une avance quand même sur nous. La deuxième chose, le français regarde les marchés francophones par essence. Vous savez, on dit tout le temps qu'on est très mauvais en anglais, on parle pas beaucoup de langues. Or, une levée de fonds en France reste important si demain je veux aller développer en Afrique, par exemple. Oui. Donc, on est tous le petit d'un autre. Et donc, sur les marchés francophones, je pense que la taille des levées sont logiques. Le problème, effectivement, c'est la taille du marché qu'on veut adresser. Et la France reste un petit pays, en réalité. Alors que quand vous voulez attaquer le marché américain, vous avez des investisseurs qui savent que les États-Unis, c'est 10, 15 fois la France. Si vous voulez développer demain un produit logiciel en Chine, vous savez que c'est pas un pays que vous avez en face de vous, c'est l'équivalent de la taille de l'Europe d'un coup. Oui. Donc, mécaniquement, ça fait quand même des investisseurs qui arrivent avec un niveau de maturité un peu plus important. Et puis, je pense que un des derniers sujets, pour moi, qui fait un des sujets de fond dans la relation entre une entreprise et notamment un industriel, c'est qu'un industriel n'est pas un entrepreneur. En vrai, il y a beaucoup chez les industriels de gens qui savent gérer des entreprises et qui sont des grands gestionnaires d'entreprises, mais c'est pas le même mindset qu'un entrepreneur, notamment sur la prise de risque. Quand vous êtes un groupe coté, il appartient à votre conseil d'administration de prendre un certain nombre de prises de risque. L'entrepreneur est quand même un peu plus seul ou un peu plus autonome, je ne sais pas. Mais voilà, donc mécaniquement, il a parfois dans son board des gens qui sont très forts d'un point de vue financier, qui ont des analyses stratégiques qui sont bonnes, etc., mais pas forcément des entrepreneurs. Oui, tout à fait. Alors, sur le capital investissement français, j'ai les derniers chiffres de France Invest, qui est issu de l'AFIC, qui était pessimiste depuis quelques semestres, mais qui note, donc ce sont des chiffres qui datent de quelques semaines, note que le deuxième semestre 2023 s'est redressé, après 2 semestres où c'était plutôt la Bérésina. 33 milliards d'euros investis en 2023 contre 31 milliards par an sur la période 2017-2022. Et les mêmes investisseurs, j'imagine, ont augmenté également leur levée de fonds sur les marchés financiers, puisqu'ils sont passés de 20 milliards d'euros en moyenne sur la période 2017-2022 à 21 milliards. C'est une progression en 2023. Voilà, donc tout espoir n'est pas perdu. Ils ont de l'argent et ils continuent à investir. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? On peut quand même s'inquiéter quand même de la faiblesse de l'investissement en private equity en France quand même, qui est lié à des réglementations aussi. Je pense notamment aux assurances. On pourrait mobiliser quand même des sommes plus importantes en France et au niveau européen aussi, pour investir et prendre des risques qu'il est effectivement difficile de prendre. Quand vous êtes un fonds d'investissement qu'on vous a confié pendant 10 ans, je ne sais pas, une centaine de millions d'euros, et puis vous devez les rendre, bien entendu, avec un multiple de 2 ou 3, ça ne vous pousse pas à prendre des risques excessifs, dirais-je. En particulier lors des étapes stratégiques de la vie de l'entreprise, c'est-à-dire la création, le développement d'innovation. Donc, la croissance commerciale. C'est un monde du capital risque qui, en France, effectivement, prend beaucoup moins de risques qu'aux États-Unis, c'est clair. Bon, la culture va sans doute évoluer, on va la faire évoluer tous ensemble.
Merci, messieurs, de votre disponibilité et de vos interventions respectives. Merci à très bientôt.